Bonjour à tous. Alors le cours d'aujourd'hui, avec un peu de retard, va porter sur les bases des classifications et les moyens de diagnostic des tumeurs. Alors, au terme de ce cours, qu'est-ce qui se passe ? L'étudiant que vous êtes, et le futur médecin que vous êtes, devra connaître les bases des classifications, c'est-à-dire sur quelle base on classe les tumeurs, et aussi vous devez être en mesure de connaître les moyens qui nous permettent de diagnostiquer une tumeur. Je crois qu'aujourd'hui, il va nous embêter un petit peu ce diaporama. Les objectifs spécifiques de ce cours, et là je vous rappelle que les objectifs que nous avons ici dans cet enseignement, ce sont des objectifs qui ont été établis par l'ensemble des enseignants d'anatomie pathologique à l'échelle nationale. Et donc, on s'est mis d'accord sur ce que doit connaître un futur médecin. Donc, les objectifs spécifiques sont représentés par les bases des classifications histologiques des tumeurs. Sur la notion de classification moléculaire, il faudrait que vous sachiez qu'il existe une classification moléculaire des tumeurs et vous devez connaître aussi les différents moyens qui nous permettent de diagnostiquer les tumeurs. Alors, pour justement le cours d'aujourd'hui, j'ai élaboré le plan suivant. Vous me permettez, est-ce que je peux m'asseoir, s'il vous plaît? Parce que j'ai du mal à ce... Qu'est-ce qui se passe là? Activer le jeu des couleurs Windows, qu'est-ce que je dois faire? Je ferme ça, c'est ça? Alors, qu'est-ce que je dois faire, mon fils? Chaque fois quand ça sort, qu'est-ce que je dois faire? Pardon? Ah, la troisième, d'accord, ok. La prochaine fois. Non, c'est bloqué. Justement, je comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, non, c'est toujours... Ah, c'est bon. Voilà. Alors, tout d'abord, donc, nous allons passer en revue les bases des classifications et la nomenclature des tumeurs, c'est-à-dire les noms des tumeurs. Et ce sont les deux parties essentielles et les moyens de diagnostic des tumeurs. Alors, vous allez me dire, pourquoi classer une tumeur? Ça sert à quoi de classer une tumeur? Moi, je vais enlever ça parce que... Tout d'abord, quand on classe une tumeur... Ah, le jeu de couleurs, c'est ça. Quand on classe une tumeur, ça veut dire qu'on a donné son origine. On a donné la cellule, on a identifié la cellule qui permet de donner cette tumeur. Donc, on a donné la cellule à l'origine du développement de la tumeur. Quand on classe une tumeur, on est en mesure de dire si elle est bénigne ou maligne. C'est les deux grandes familles. Je ne vais pas parler des autres types. Classer une tumeur est très important parce que ça va guider le traitement. Est-ce qu'on va s'arrêter à la chirurgie? Est-ce qu'on va, si c'est une tumeur bénigne, je vous ai dit la dernière fois, une tumeur bénigne, il faut opérer, l'enlever et puis c'est tout. Surtout si on est sûr d'avoir tout enlevé, on ne va pas ajouter un traitement, ni une chimiothérapie, ni une radiothérapie, ni une thérapie génique ou une immunothérapie. Quand on classe une tumeur, à l'heure actuelle des données moléculaires, on est en mesure de prévoir si
la tumeur va répondre ou pas au traitement. Et cette particularité des tumeurs, elle est propre au cancer et surtout certains cancers qui peuvent bénéficier de l'immunothérapie. Vous êtes en train d'entendre parler de l'immunothérapie. On donne des anticorps à des patients porteurs de cancer, mais on ne donne pas à tous les patients porteurs de cancer. On va sélectionner les patients qui, quand on va leur donner le traitement, ils vont bien répondre au traitement. Ça ne sert à rien de donner comme ça un traitement sans savoir est-ce qu'il y aura une réponse ou pas. Et aussi, classer une tumeur, il y a un point très important, ça nous permet d'évaluer son pronostic. Dire que cette tumeur est limitée, par exemple, à l'estomac, un cancer gastrique, parce qu'on a fait une étude anapath complète, on a fait un scanner, on a fait une IRM, on a vu que la tumeur est restée limitée à la paroi gastrique. Ça veut dire que nous sommes en droit de dire à notre patient, votre cancer, c'est vrai que c'est un cancer, mais il est de bon pronostic parce qu'il est resté limité à la paroi gastrique. Donc, on peut avoir une évaluation on peut évaluer le pronostic et le comportement futur de la cellule, du cancer, pardon. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet pour parler des différentes classifications et aussi quelles sont les bases de ces classifications. Sur quels critères nous classons nos tumeurs? Il faut savoir qu'il existe 3 grandes classifications. La classification histogénétique, c'est la première qui est indispensable et c'est la première qui a été mise en avant dans la prise en charge des tumeurs. Pardon. La deuxième classification, qui est quand même assez récente puisqu'elle remonte à une trentaine d'années, c'est les classifications moléculaires. Et la troisième, qui est quand même ancienne, mais qui est mise à jour régulièrement, c'est la classification pronostique. Comme on dit à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la plus ancienne et par la fondamentale, la classification fondamentale des tumeurs, qui est la classification histogénétique. Il faut savoir que ces classifications histogénétiques ont été élaborées par les experts de l'Organisation mondiale de la santé, donc de l'OMS. Il y a un groupe d'experts pour chaque organe qui se réunit régulièrement et qui étudie justement les différentes tumeurs et qui classe ces tumeurs. La première base de classification de cette tumeur histogénétique, elle est simple, elle est très ancienne, c'est l'origine cellulaire. Donc c'est la cellule d'origine qui a donné cette tumeur. Donc c'est aussi simple, c'est une cellule musculaire lisse, une cellule adipeuse ou adipocytaire, une cellule osseuse, une cellule cartilagineuse, une cellule épithéliale malpighienne, une cellule épithéliale glandulaire. Donc c'est l'origine de la cellule. Donc cette classification, je vous ai dit, c'est la première, c'est la plus ancienne sur l'origine de la cellule. Deuxième critère qui est important aussi, sur l'aspect histopathologique, comment va se présenter cette tumeur. Et un élément qui est quand même important, c'est le comportement de la tumeur. Est-ce que c'est une tumeur qui s'est développée, qui est bien tranquille, elle ne bouge pas, elle n'infiltre pas, elle ne présente pas d'anomalie cytonucléaire. Donc là, ma foi, bien sûr, je suis sur le bénin. Si c'est une tumeur qui est là, mais qui infiltre, qui agresse,
mais qui ne donne jamais de métastase. Donc c'est une tumeur à malignité locale. Si c'est une tumeur qui a des critères limites entre le bénin et malin, mais qui reste quand même cantonné à l'organe, ce sont les tumeurs borderline, ce qu'on a parlé des tumeurs frontières. Et il y a maintenant, avec l'avènement de toutes les données de biologie moléculaire, il y a des tumeurs, ce qu'on appelle à potentiel de malignité incertain. Chez des patients, elles évoluent dans la bénignité, et chez d'autres, ma foi, elles sont plus agressives. Donc, on ne sait pas exactement est-ce qu'elles sont bénignes ou malignes. Elles sont classées, d'ailleurs, regardez, je l'ai mise en bas, et je l'ai mis en italique, exprès. J'ai mis tumeur à potentiel évolutif incertain. On ne sait pas comment elles vont évoluer. Mais, vous, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez la famille des tumeurs bénignes, la famille des tumeurs malignes, les tumeurs borderline frontières. C'est-à-dire, on ne va pas vous embêter avec ces tumeurs qui restent quand même rares et quand même qui font l'objet de beaucoup d'études. Maintenant, justement, cette classification histogénétique qui se base sur l'origine, sur le comportement de la cellule, eh bien, elle va nous permettre de donner des noms aux tumeurs. Donc, quelle est la nomenclature des tumeurs? Je vous ai mis en photo, j'ai pris l'exemple de la classification histogénétique des tumeurs cutanées. Parce que les tumeurs cutanées, ça a toujours été mon dada. Je travaille beaucoup sur les tumeurs cutanées. Donc, je vous ai cité la dernière classification de 2018 de l'OMS, et l'avant-dernière, c'était celle de 2006. Alors, vous allez remarquer une chose, la couleur de ce livre, elle est bleue. Et d'ailleurs, le livre de l'OMS, des classifications des tumeurs, on l'appelle le livre bleu. Que vous sachiez, quand vous entendez en allopathe parler du livre bleu, que vous sachiez, c'est le livre. Qu'est-ce qui vous fait rire? Faites-moi rire avec vous, j'aimerais bien. Donc, c'est le livre bleu, c'est le livre de l'Organisation mondiale de la santé qui, justement, nous permet de classer, qui donne les différents types de tumeurs avec les caractères épidémiaux. Vous avez un mot d'épidémio, un mot de clinique, un mot de l'aspect macroscopique, l'aspect histologique, l'aspect moléculaire, le pronostic. Même vous avez donc tous les détails des tumeurs. Alors, ce sont des livres donc, très importants et ces livres permettent à tous les pathologistes, que vous travaillez en Algérie, que vous travaillez en France, que vous travaillez aux États-Unis ou en Australie, c'est la même appellation. C'est les mêmes noms des tumeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des noms propres à un pays. Le livre de l'OMS a unifié la nomenclature, donc l'appellation des tumeurs, de toutes les tumeurs de l'organisme. Alors vous avez le livre des tumeurs cutanées, vous avez le livre des tumeurs osseuses, il y a tout un livre sur la pathologie mammaire, sur le sein. Tout un livre que pour le sein. Vous avez le livre de la pathologie rénale et les voies urinaires. Donc, chaque organe a son livre dans son book. Et je vous ai mis ici certaines notions qui sont importantes. Alors, vous avez remarqué dans la classification que je vais vous donner dans un moment, que les mots, certains mots se terminent par le suffixe en. Vous vous rappelez préfixe, suffixe. Préfixe, ça fait très longtemps, ça remonte à très longtemps. Donc, quand vous avez le suffixe le suffixe en, rhabdomyome, lipome, adénome, papillome, ça veut dire que c'est une tumeur bénigne. Mais
attention, je vous ai mis une exception pour les lymphomes. Un lymphome, c'est toujours malin. Il n'y a pas de lymphome bénin. Vous savez ce que c'est qu'un lymphome? Un lymphome, c'est une tumeur maligne qui se développe à partir des lymphocytes. Lymphome, c'est malin, c'est jamais bénin. Mélanome, c'est malin, c'est jamais bénin. D'accord? Il y a ces petites exceptions. Le suffixe matose, en général, vous entendez angiomatose, hypomatose, c'est voilà, myomatose, adénomatose. C'est quand vous avez aussi le suffixe matose, ça veut dire que c'est des lésions multiples et diffuses. C'est pas des lésions uniques limitées à un organe. C'est par exemple une angiomatose, ce sont des vaisseaux, c'est beaucoup de vaisseaux qui se trouvent, par exemple, au niveau de la peau, au niveau de l'estomac, au niveau du côlon chez un patient. Le terme carcinome, carcinome veut dire tumeur épithéliale maligne. Ça peut être un adénocarcinome, ça peut être un carcinome épithélial. Quand vous avez le nom carcinome, ça veut dire épithélial maligne. À l'opposé, quand vous avez sarcome, ça veut dire mésenchymateux maligne. Ça veut dire des cellules, des tumeurs mésenchymateuses malignes qui prennent naissance des cellules du mésenchyme. C'est quoi? Les cellules, le muscle, la graisse, les vaisseaux, tout ça, c'est mésenchymateux. Le cartilage, l'os, tout ça, c'est mésenchymateux. Donc, on parle, par exemple, de rhabdomyosarcome, hyposarcome, angiosarcome, c'est hautement malin. Et je termine par le suffixe blastome. Blastome, vous avez le suffixe blastome, ça veut dire que c'est une tumeur embryonnaire. Néphroblastome, rétinoblastome, comment dirais-je, neuroblastome, voilà. Tout ça, c'est des tumeurs du blastème qui prennent naissance à partir des cellules du blastème. Alors là, vous avez les tableaux que vous avez, c'est obligé de connaître parce que c'est très important. Demain, vous serez médecin généraliste avant d'être spécialiste. Vous devez savoir ce que c'est qu'un papillome, ce que c'est qu'un adénome. D'accord? Vous n'allez pas dire à un patient qui a un adénome, oh, vous avez un cancer. Non, un adénome, c'est bénin. C'est une tumeur glandulaire bénigne. Donc, attention, tout comme si vous avez un patient qui a un adénocarcinome, vous pouvez dire, mais c'est pas grave. Un adénocarcinome, ça veut dire une tumeur glandulaire maligne. Donc, il faut faire attention. Là, j'ai repris, ça, je n'ai rien inventé, ça existe dans tous les livres, dans tous les cours d'anapathie générale. Donc, vous avez aussi la cellule du tissu d'origine, sans équivalent bénin et sans équivalent malin. De toute façon, vous avez un cours, vous allez avoir un cours sur les tumeurs épithéliales, un cours sur les tumeurs mésenchymateuses. Donc, on va vous donner plus de détails. Ça, c'est juste un aperçu. Deuxième famille de tumeurs, ce sont les tumeurs mésenchymateuses. Et là aussi, différents tissus, avec leur équivalent bénin et leur équivalent malin. Donc, vous remarquez à chaque fois, on rajoute le suffixe en pour les tumeurs bénignes, fibrome, myelium, rhabdomyome, lipome, angiome, chondrome, ostéome. On a les tumeurs malignes, leur équivalent malin, fibrosarcome, angiosarcome, myosarcome, léonosarcome et ainsi de suite. Pour les tumeurs de tissu hématopoïétique, on va passer lymphocytes, on a les tumeurs bénignes. Vous avez deux grandes familles. Pardon. Vous avez deux grandes familles de lymphomes. Vous avez les lymphomes de Hodgkin. Le lymphome de Hodgkin, c'est un lymphome quand même d'assez bon pronostic quand il est pris à temps. Et vous avez les lymphomes non hodgkiniens. Pour les cellules de la lignée myéloïde, vous avez les syndromes myéloprolifératifs. Donc, ce sont pour vous les trois grands processus hématopoïétiques.
il n'y a pas leur équivalent bénin, il n'y a pas de lymphome bénin, ça n'existe pas. D'accord? Concernant les tumeurs dérivées d'autres tissus, que certains appellent tissus spéciaux, alors vous avez les tumeurs qui prennent naissance à partir des mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont les cellules qui contiennent de la mélanine, donc qui donnent la couleur de notre peau. Alors quand il s'agit d'une tumeur bénigne, on parle de névus. Certains disent névus novocellulaire, ça ne se dit plus. En général, on dit névus. Son équivalent malin, c'est mélanome. Je vous ai dit tout à l'heure, mélanome, c'est malin. Il n'y a pas de mélanome bénin. Le mésothélium, donc les cellules mésothéliales, donc ce sont toutes les cellules qu'on retrouve au niveau des séreuses, qui tapissent les séreuses, au niveau de la plèvre, au niveau du péritoine, et ainsi de suite. Vous avez le mésothélium bénin et le mésothélium malin. Au niveau des méninges, vous avez les méningiomes. Il n'y a pas d'équilibre. Là où c'est vide, ça veut dire il n'y a pas. D'accord? Au niveau des nerfs périphériques, les tumeurs des nerfs périphériques, alors vous avez le schwannome, qui prend naissance à partir des cellules de Schwann, et vous avez le neurofibrome. Le neurofibrome, donc c'est une association d'une composante fibroblastique avec une composante neuroïde. C'est une tumeur bénigne. Et l'équivalent malin de ces tumeurs, que ce soit neurofibrome ou schwannome, ce sont les tumeurs malignes, on appelle tumeurs malignes des gaines périphériques, les MPNST en anglais. Pour ce qui est des tumeurs gliales, donc celles qui prennent naissance à partir des cellules gliales, vous avez les astrocytomes et vous avez l'équivalent, il y a le glioblastome ou aussi l'astrocytome anaplasique. Alors juste, j'ouvre une parenthèse et je pense que c'est très important. La majorité des tumeurs gliales, cérébrales, sont bénignes sur le plan cytologique. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir beaucoup d'anomalies cytonucléaires. Mais le plus souvent, les tumeurs gliales sont malignes par leur localisation. Si elles se développent à côté des noyaux, ou bien au niveau du chiasma optique, donc il y a risque de comprimer le nerf optique, et ça veut dire il risque d'y avoir perte, donc cécité. C'est vrai que c'est une tumeur bénigne, mais elle est entre guillemets maligne par sa topographie, parce qu'elle se développe dans un endroit quand même très très sensible. Alors, concernant les tumeurs du tissu germinal et du tissu germinal et des annexes embryonnaires, le tissu germinal, donc, ce sont toutes les cellules de la lignée germinale. Alors, par exemple, pour les cellules, les gonies, celles qui prennent naissance à partir donc des gonocytes ou les gonies, il n'y a pas de bénin, c'est des malignes. C'est le séminome, quand la tumeur siège au niveau du testicule, ou bien dysgerminome, quand elle est de topographie ovarienne. Il faut savoir que ces tumeurs ne siègent pas tout le temps au niveau du testicule ou de l'ovaire. On peut les avoir en extragonadique, en topographie extragonadique, par exemple au niveau du médiastin. On peut avoir des tumeurs germinales, des dysgerminomes au niveau du médiastin. Alors, quand elles prennent naissance à partir du sac vitellin, donc juste au moment pendant le développement embryonnaire, vous avez des tumeurs hautement malignes, il n'y a pas de bénin, c'est la tumeur du sac vitellin. Quand elle prend naissance à partir du placenta, alors vous avez la molle idatiforme qui reste quand même, qui est considérée comme bénigne parce qu'elle est traitée par un simple curetage. Éventuellement, on peut rajouter une petite chimiothérapie et les choses rentrent dans l'ordre. Malheureusement, quand il s'agit d'un choriocarcinome, là, c'est une tumeur placentaire hautement maligne qui nécessite, en plus d'une hystérectomie, une chimiothérapie assez lourde.
Normalement, les garçons connaissent un célèbre, qu'est-ce qu'il était? Cycliste, qui avait un choriocarcinome et qui s'est très bien en sorti. Comment on l'appelle? Louis Armstrong, le grand cycliste anglais ou américain, je ne me rappelle plus. Il avait fait un choriocarcinome. Un choriocarcinome, il a mis ses spermatozoïdes dans une banque à sperme, parce qu'après il voulait avoir des enfants, vu que le traitement est très lourd. Je crois qu'il avait fait même des métastases pulmonaires, si ma mémoire est bonne, ça remonte à très longtemps. En tout cas, il s'en est très bien sorti, avec une chimiothérapie assez forte. Et il a eu des enfants après, voilà, par insémination artificielle. Il a fini par avoir des enfants, mais il avait fait un choriocarcinome, voilà. C'était le célèbre... il a gagné, je crois, le Tour de France cycliste pas mal, plusieurs fois, voilà. Je pense son nom c'est Armstrong, hein, mais j'ai oublié, hein, j'ai pas une très bonne mémoire des noms. Ensuite, vous avez une autre tumeur hautement maligne, embryonnaire, qui prend naissance à partir du disque embryonnaire, c'est le carcinome embryonnaire. Et vous avez une tumeur que vous connaissez normalement, vous avez tous entendu parler de la fameuse tumeur pluritissulaire où il y a du cartilage, des cheveux, du sébum qu'on appelle tératome. Alors le tératome, c'est une tumeur pluritissulaire qui peut être bénigne parce qu'elle est composée de tissus matures, donc qui arrivent à maturité. Quand vous examinez déjà macroscopiquement, vous ouvrez la pièce, vous avez des cheveux, vous avez des dents, vous pouvez avoir du sébum, du cartilage, de l'os, tout. Et quand vous examinez sous un microscope, vous avez tous les tissus, mais matures. À l'opposé, vous pouvez avoir des tissus immatures. Et le plus souvent, ces tissus immatures sont représentés par le tissu glial, le tissu nerveux immature. Là, bien sûr, ça devient, on passe à la malignité, c'est une tumeur maligne. Et donc, je termine par les tumeurs du blastème embryonnaire. Donc, c'est des tumeurs vraiment embryonnaires, composées par des cellules indifférenciées. Ce tissu indifférencié peut être nerveux, donc c'est un neuroblastome, rénal, le néphroblastome, hépatique, l'hépatoblastome, ou bien le plus connu, et celui que vous avez tous, dont vous avez tous entendu parler, c'est le rétinoblastome, la tumeur oculaire hautement maligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tumeurs embryonnaires, en général, elles apparaissent les premiers mois, maximum les premières années de la vie. Généralement, ça ne dépasse pas les 5 ans. On n'a pas une tumeur embryonnaire à 50 ans. À 50 ans, on ne fait pas un néphroblastome. Il est exceptionnel, le néphroblastome de l'adulte. Ces tumeurs embryonnaires se voient le plus souvent à un âge quand même très précoce. Donc ça, c'était la première classification, la plus importante, et la classification de base des tumeurs, qui est la classification histogénétique. La deuxième classification, c'est une classification moléculaire. Il faut savoir que les classifications moléculaires sont apparues bien après les classifications histogénétiques. Ces classifications moléculaires, les premières, je pense que la première qui a été mise donc au niveau des différents livres de pathologie tumorale, c'est la classification moléculaire du cancer du sein. Et ça s'explique, le cancer du sein, je vous l'ai dit, vous le savez très bien, c'est le premier cancer chez la femme, et c'est le premier cancer dans le monde. Donc c'est normal qu'on s'est beaucoup intéressé à ce cancer pour traiter les patients. Et justement, le but de ces classifications moléculaires, c'est de sélectionner les patients pour un traitement. On n'a pas classé les tumeurs pour
pour nous donner du travail. La classification moléculaire est venue pour affiner la prise en charge des patients porteurs de cancer. Parce qu'on s'est rendu compte que le même cancer, le même type histologique, le même traitement, certains répondent, d'autres ne répondent pas. C'est pour ça qu'on s'est dit, il doit y avoir quelque chose de particulier pour que deux patients porteurs du même cancer, diagnostiqués de la même manière, au même stade, l'un répond bien à la chimiothérapie, l'autre répond mal. Parce qu'il y avait, en fin de compte, des particularités moléculaires qui ont été justement mises en évidence. Alors, il faut savoir, j'ai donné l'exemple du cancer du sein, qu'actuellement, quand on répond au cancer du sein, vous allez dans n'importe quel labo d'anapathe, vous faites un compte-rendu d'anapathe, vous dites cancer du sein, vous êtes dans l'obligation de faire une étude immunohistochimique. C'est-à-dire que vous allez étudier le comportement de ce cancer, vous allez voir est-ce qu'il est sensible aux hormones, est-ce qu'il est sensible à l'oestrogène et la progestérone. Je cite l'exemple du cancer du sein. Vous allez voir est-ce qu'il présente une anomalie génétique qu'on appelle la mutation du gène HER2 et vous allez apprécier le pourcentage de mitose dans ce cancer. Le pourcentage de mitose dans ce cancer. Vous allez me dire, madame, pourquoi tout ce travail? Eh bien, pour la bonne et simple raison, en fonction des résultats que nous allons donner, si par exemple, je vais dire que ma patiente exprime les oestrogènes, donc elle va être mise sous hormonothérapie. Si je dis que ma patiente présente la mutation du gène HER2, elle va être mise sous un traitement spécifique appelé Herceptine. Si je dis que ma patiente présente un index mitotique élevé, pour le sein, il doit être supérieur à 14%, ça veut dire que ma patiente nécessite une chimiothérapie. Et si l'inverse, la patiente n'exprime pas les oestrogènes, donc on ne va pas lui donner une hormonothérapie, elle n'exprime pas, elle ne présente pas la mutation du gène HER2, on ne va pas lui donner de l'Herceptine. Pourquoi? Parce que tous ces traitements, c'est des traitements ciblés, donc qui vont cibler une anomalie, et ce traitement, si on le donne à une personne qui ne présente pas cette anomalie, elle risque d'avoir des effets secondaires très très importants. Elle ne pourra pas supporter ce traitement. Donc c'est très important de donner un profil, ce qu'on appelle le profil immunohistochimique du cancer. Et d'ailleurs, les oncologues, si vous leur mettez carcinome infiltrant du sein, sans étude immunohistochimique, ils vous réadressent le cas, ils vous disent, docteur, faites-nous une étude immunohistochimique. Donc, vous voyez, cette classification moléculaire est indispensable. Il y a aussi la classification moléculaire du cancer du sein, elle existe depuis très très longtemps. Vous avez la classification moléculaire des gliomes qui a été mise à jour en 2016 et vous avez la classification moléculaire du cancer du côlon qui est aussi récente. Donc je ne vous ai cité que ça, mais il y a des tas d'organes, des tas de cancers qui ont maintenant leur classification moléculaire. Oui. Du sein, oui. Non, j'ai cité ma fille, le cancer du sein. J'ai dit, je donne l'exemple du cancer du sein. Voilà, parce que c'est le plus fréquent. C'est le premier cancer dans le monde.
C'est pour ça que j'ai insisté sur le cancer, j'ai dit le cancer du sein. Un exemple, par exemple, un cancer cutané n'est pas sensible n'est pas sensible aux hormones. Voilà. Un cancer gastrique, donc ça dépend des organes. Un cancer du poumon aussi, ça dépend des organes. Mais on cite toujours le sein parce que c'est un problème de santé publique. Et on le voit tout le temps. Tout le temps, il n'y a pas une famille qui ne présente pas un cancer. Moi, quand j'ai commencé mes études, ça fait plus de 30 ans maintenant, quand j'ai commencé mes études en médecine, on nous disait le cancer du sein, d'ailleurs c'était le cancer du col en premier, c'était le cancer du col utérin, c'était le premier cancer chez la femme, et ça a commencé la campagne des frottis. C'est vrai, grâce au dépistage, grâce aux frottis, maintenant le cancer du col est descendu, hein. Ah, il n'est plus en première position. Je crois qu'il est en 4e position. Le premier, c'est le sein chez la femme. Le deuxième, c'est le colorectal. Attention, colorectal. L'alimentation, la malbouffe. Attention. Les fast-foods et tout. Faites attention. Oui, oui. Je le dis, je sais ce que je dis. Attention. Le cancer, et chez l'homme, le cancer du côlon est passé en première position, hein, par rapport au poumon. Ça, je vous donne ce qui se passe chez nous en Algérie. Et donc, le sein, je vous ai dit, moi, quand j'ai commencé, c'était le col. Et ensuite, plus j'avançais dans mes études, on nous disait, c'est une femme sur 10, une femme sur 15, ensuite une femme sur 10. Maintenant, une femme sur 8. Vous imaginez, nous sommes ici combien de femmes? Ça veut dire plus d'une parmi nous risque de faire un cancer du sein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est là, c'est très très important. Il faut tenir compte. Vous êtes étudiant en médecine. Il faut parler à votre entourage, parler à vos mères, à vos sœurs, à vos cousines, à vos grands-mères, parce que vous êtes tous jeunes là, pour justement les sensibiliser sur le dépistage par la mammographie. Alors, troisième type de classification, c'est la classification pronostique. Elle est quand même ancienne, elle date pas d'aujourd'hui. Alors, vous avez tous entendu parler du fameux TNM. On vous dit TNM, classification TNM. TNM, c'est quoi? Le T, c'est là aussi la classification TNM. C'est une classification qui est élaborée aussi par le comité international de lutte contre le cancer, voilà. Et aussi surtout le groupe américain, la JCC. Et là aussi, c'est une classification qui est mise à jour régulièrement. Elle se base sur, c'est toujours les mêmes critères, le T, le N et le M. Le T, c'est tumeur en anglais. Le N, c'est node, c'est ganglion. Et le M, c'est par rapport à la métastase. Quand vous trouvez dans un compte rendu PTNM, ça veut dire que c'est une classification qui s'est faite après étude à la pathologie. Ça veut dire que le compte rendu, quand on vous met PTNM, ça veut dire que c'est un staging, ou bien c'est un stade qui a été élaboré après examen anatomopathologique. Alors, cette classification TNM, elle est avant tout donc anatomopathologique. Le T correspond à la tumeur. Qu'est-ce que ça veut dire la tumeur? Qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit apprécier la taille de la tumeur dans un compte rendu et son niveau d'extension dans l'organe d'origine, là où elle a pris naissance. Si c'est au niveau de la peau, donnez son niveau d'invasion au niveau de la peau. Si c'est au niveau de l'estomac, l'estomac. Si c'est au niveau d'une branche, si c'est au niveau... Le site primitif. Le N, c'est apprécier les ganglions, l'état des ganglions. S'ils ont été infiltrés, on donne le nombre de ganglions, parce que 1, 2, et là aussi, pour chaque organe, vous avez le PTNM, et le dernier en date, la dernière mise à jour, remonte à 2017. Donc ça va faire quand même
presque 4 ans, voilà. La dernière classification, le dernier PTNM qui existe remonte à 2017. Et pour ce qui est des métastases, c'est la métastase, vous le savez, même la dernière fois vous me l'avez dit, donc c'est les localisations secondaires du cancer, c'est toutes les tumeurs secondaires à distance de la tumeur primitive. Et là aussi, c'est soit un examen donc anatomopathologique, par exemple on opère un cancer du côlon, et on vous ramène un bout de foie. Si le bout de foie ramené est infiltré, ça veut dire que c'est une métastase. Donc on mettra M1. Quand vous trouvez dans un compte rendu MX, ça veut dire qu'on n'a pas pu apprécier. On n'a pas reçu un fragment à distance de la tumeur primitive pour pouvoir l'étudier. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise d'un livre où vous avez, alors regardez, le T1, c'est le T1, donc là vous avez une paroi qui ressemble à une paroi, peut-être, je ne sais pas, quel type de paroi, ça ressemble, c'est un revêtement malpigien, peut-être, c'est une paroi bronchique, peut-être. Là, la tumeur, elle a pris la muqueuse et un peu la musculaire muqueuse. Là, vous avez la sous-muqueuse et là, vous avez la musculeuse et là, vous avez la sous-séreuse. Une tumeur T2 qui commence à envahir le muscle. Une tumeur T3 carrément qui atteint la sous-séreuse. Ça, c'est sur le plan d'une infiltration aussi d'une paroi. Les IS, ça veut dire in situ, donc juste localisé, et regardez ce qu'il y a en vert, il y a la membrane basale, donc c'est la lame sur laquelle se repose un revêtement. Rappelez-vous vos notions d'histologie. Un revêtement épithélial, vous avez toujours les cellules, s'il est uni ou pluristratifié, qui reposent sur la fameuse membrane basale. Avant, on l'appelait lame basale, maintenant on préfère le mot de membrane basale. Et là, vous avez un in situ, donc il n'infiltre pas la membrane basale. Là, vous avez un intramuqueux, ça veut dire qu'il touche toute la muqueuse. Et là, ça commence, il infiltre la musculaire muqueuse. Là, il dépasse la sous-muqueuse, il touche la musculeuse. Et le T3, c'est la sous-séreuse, donc la dernière couche. Donc ça, je pense que ça doit être un schéma d'une paroi digestive, parce que c'est là où vous avez jusqu'à la sous-séreuse. Cette micro-photo, alors pourquoi je vous l'ai montrée? Parce que vous avez ici une paroi digestive, vous avez le cancer qui est là. Là, vous avez, il touche, est-ce que vous arrivez à voir ici? Voilà, c'est bon. Là, il touche donc jusqu'à la musculeuse, il atteint la musculeuse T2, et là, regardez. Attendez, je vais revenir. Voilà. Et là, regardez, il part jusqu'à la sous-séreuse. Pourquoi je vous ai montré cette micro-photo? Pour vous dire que quand on fait des prélèvements, il faut faire beaucoup de prélèvements, parce que j'aurais pu faire un prélèvement et je m'arrête à ça. Voilà, très bien. Donc c'est pour ça que nous, les pathologistes, nous sommes dans l'obligation de multiplier les prélèvements pour voir les différents niveaux d'invasion de la tumeur. Et ne pas se dire, oh c'est bon, je fais un seul prélèvement. Non, c'est une muqueuse, c'est une tumeur qui ne dépasse pas la musculaire muqueuse ou qui ne dépasse pas la musculeuse. D'où l'intérêt, justement, de bien examiner sa pièce opératoire. Alors, donc tout ça pour vous donner les différents types de classification et aussi les bases. C'est bon, je peux continuer. N'êtes pas trop fatigué.
Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est très importante et qui regroupe justement les moyens diagnostiques et théranostiques des tumeurs, des tumeurs. Essentiellement des tumeurs malignes, qu'on s'entende. Là, on va parler des tumeurs malignes, on va parler des cancers. Parce qu'une tumeur bénigne, ma foi, c'est bon, c'est bénin, les choses sont claires. Quels sont les moyens dont vous disposerez en tant que médecin généraliste pour, justement, quand vous êtes face à un patient? D'abord, oui, très bien, une biopsie, j'aime bien. Moi, je préfère la biopsie à la cytologie. Une biopsie, vous pouvez dire aussi, madame, moi j'ai envie de faire un examen extemporané. Ah non, madame, moi je fais directement une étude immunohistochimique. Ben, moi je vais vous dire non. Le meilleur, quand vous avez fait le premier cours, le cours d'introduction à l'anatomie pathologique, on vous a dit que l'examen de certitude, c'est quoi? Mais biopsie, mais c'est quoi que ça veut dire? C'est un examen histologique. On ne vous a pas dit que c'était la cyto ni l'extempo. Donc, ce qu'on appelle le gold standard, donc ce qui est admis à l'échelle internationale, que le diagnostic de certitude reste l'examen histologique. Mais quand même, la cytologie, elle a ses indications, elle a ses limites. Alors, la cytologie, l'inconvénient, c'est ça. Vous allez avoir des cellules comme ça, avec un gros noyau, mais c'est des cellules qui ne sont pas dans leur environnement, qui ne sont pas dans le tissu de soutien. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe à côté. Voilà. Très bien. Et le problème aussi qui se pose, c'est que vous allez me dire, oui, madame, mais il y a de gros noyaux. Oui, mais le gros noyau, peut-être c'est un noyau dystrophique. Peut-être qu'il y a de l'inflammation, et l'inflammation, elle entraîne des altérations cytologiques. Donc, la cytologie seule, non. Et maintenant, à l'heure actuelle, l'organe où la cytologie a sa place de façon formelle, c'est la thyroïde. Uniquement. En matière de ponction. Cette histoire, ponctionner un sein, ponctionner un ganglion, moi quand je vois ici à Blida, ça se passe toujours, on nous envoie pour des cytoponctions, où l'indication n'est pas toujours vraiment justifiée. Il faut savoir les limites de l'examen cytologique. La cytologie thyroïdienne, oui, parce que la cytologie thyroïdienne faite par un cytologiste, un anatomopathologiste expert en cytologie, ça règle les problèmes en pathologie thyroïdienne. La cytologie dans le dépistage du cancer du col, oui, c'est indispensable. Et c'est grâce justement aux frottis cervicaux et à la campagne des frottis qui se fait depuis des années que l'incidence du cancer du col a baissé en Algérie. Donc, c'est très très important, mais la cytologie seule, non. La cytologie, on ne traite pas un patient sur la base d'un examen cytologique. Je vous ai mis en jaune et en gras. C'est un moyen d'orientation. C'est-à-dire, je peux suspecter quelque chose de malin, mais dans ce cas-là, je confirme par une étude histologique. Attention, là aussi je l'ai mis en gras. Attention, la cytoponction, des fois, peut permettre la propagation de certains cancers. Par justement, lors du geste, sur le trajet de la cytoponction, surtout, il y a certains cancers, d'ailleurs on vous dit, vous le touchez, il flambe. Le sarcome, on ne ponctionne pas un sarcome, on ne fait pas une cytoponction sur un sarcome, ou bien un mélanome. Un malade qui a un mélanome et qui vous fait un gros ganglion,
ne lui faites pas une cytoponction, il va encore flamber. Donc attention, attention. L'examen extemporané, on vous a parlé déjà lors du premier cours, mais je pense que c'est important de vous le répéter. L'examen extemporané, il a ses limites. Moi, j'aime bien nos amis chirurgiens, ils viennent, ils vous disent, ils vous envoient comme ça, donne-moi le diagnostic. Le malade est sur la table, vous savez très bien que l'examen extemporané se fait pendant l'acte chirurgical, donc le malade est endormi. Imaginez un estomac ou un côlon ou quelque chose, une grosse intervention, et on vous dit, il faut nous répondre si c'est malin ou bénin. Et vous savez que l'examen extemporané, vous ne devez pas dépasser les 15 minutes, ça c'est le max. Donc vous êtes limité dans le temps sur vos prélèvements. Vous ne pouvez pas faire plusieurs prélèvements parce qu'il faut techniquer rapidement et répondre rapidement. Donc l'examen extemporané, il a ses indications. Ces premières indications, c'est des indications carcinologiques, c'est-à-dire le demander pour voir est-ce que le chirurgien est en droit de le demander pour voir est-ce qu'il est passé en tissu sain ou pas. Oui, pour éviter une autre intervention au patient. Par exemple, pour éviter une stomie. Là, on peut demander un examen extemporané. Donc, c'est pour les limites carcinologiques. Ou bien, envoyer un ganglion et savoir s'il est infiltré par la tumeur. Ça aussi, pour que le chirurgien décide est-ce qu'il va faire un curage ou bien il va s'arrêter là. Ou bien un malade qui a un cancer, bon, je donne toujours l'exemple du côlon ou de l'estomac, on trouve un petit nodule au niveau du foie, on nous l'envoie en extemporané pour leur dire est-ce qu'il est métastatique ou pas. Ça aussi, c'est important pour le chirurgien. Mais, le dernier mot reviendra après avoir techniqué classiquement le prélèvement. C'est-à-dire, on le fixe dans le formol, on lui fait subir les différentes étapes de la technique. Ça va de la déshydratation à l'inclusion en paraffine. Ensuite, coloration. Donc, l'examen extemporané reste un examen d'orientation. Ce n'est pas un examen de certitude. Alors, je le répète, le diagnostic de certitude est établi par l'examen histologique, donc sur prélèvement fixé et inclus en paraffine. Vous allez me dire, oui madame, c'est bien beau ce que vous dites, mais maintenant, quelle est la démarche à suivre pour arriver à ce diagnostic, pour donner un diagnostic de certitude? Eh bien, pour donner un diagnostic de certitude, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, l'examen macroscopique, l'examen à l'œil nu. Ce que nous allons faire quand nous recevons une pièce opératoire. Quand on reçoit une pièce opératoire, j'ai pris ces photos aussi de la littérature, vous avez là vous avez une pièce fraîche, c'est la même, hein, regardez. Après fixation, elle s'est un petit peu rétrécie. C'est un sigmoïde, donc c'est la partie basse du côlon. Là, vous avez une tumeur. C'est une pièce fraîche et là, c'est une pièce fixée. Hein. Elle a été fixée ensuite au formol. Donc, on doit mesurer la pièce. On doit ensuite mesurer la tumeur, on doit apprécier son aspect, on doit donner les rapports de la tumeur avec le tissu, avec les limites de résection, est-ce qu'elles sont à ras, est-ce qu'elles sont lointaines. On doit donner par une tranche de section déjà apprécier l'infiltration de la tumeur par rapport aux différentes couches de la paroi,
Ça, c'est un exemple que je donne, hein, mais ce sont, classiquement, c'est les mêmes, c'est ce qu'il faut faire devant un examen, devant une pièce opératoire. Donner son aspect, parce qu'il y a des aspects qui orientent vers déjà un diagnostic. Donc, tous ces éléments, déjà, doivent sortir du compte rendu macroscopique. Si, par exemple, j'ai une tumeur musculaire, une tumeur qui a été enlevée, par exemple, au niveau de la cuisse. Là, je vais, en plus de tout ce que je viens de vous dire, je vais la peser pour apprécier son poids. Et je vais voir est-ce que la tumeur a été enlevée dans sa totalité ou pas. Donc, ce sont des éléments qui doivent ressortir déjà à l'examen à l'œil nu, donc l'examen macroscopique. C'est très important. Je donne, est-ce que la tumeur a le même aspect? Est-ce que c'est un aspect homogène? Est-ce que c'est un aspect hétérogène? Est-ce que j'ai des remaniements nécrotiques? Tout ça, ce sont des éléments qui vont me permettre déjà d'avancer un diagnostic. Aussi, dans certaines situations, certaines lésions, on peut même prendre en photo la pièce. On prend en photo la pièce opératoire. D'ailleurs, maintenant, c'est ce qu'ils font. Moi, mes résidents, mes assistants, pratiquement, dans les cas, ils font systématiquement avec leur smartphone, ils prennent la pièce opératoire en photo. Aussi, il faut quand le chirurgien, parce que ça nous arrive, nos amis chirurgiens, ne nous orientent pas à la pièce. Parce que l'idéal, parce que moi je peux pas savoir où est le côté proximal, où est le côté distal. Ben oui, quand je reçois une pièce comme ça, je ne sais pas. Mais généralement, les chirurgiens mettent un fil. Alors, le fil, ils vous disent le petit fil, ou bien le fil noir, ou bien le fil vert, je ne sais pas moi. Chaque chirurgien a sa méthode, et il nous le met sur la demande d'examen anapath. Par exemple, le fil long, c'est la limite proximale. Le fil court, c'est la limite distale. Donc, on nous oriente par des fils, on nous oriente la pièce opératoire. Donc, tout ça c'était les examens, c'était les éléments que nous devons faire ressortir dans chaque examen macroscopique. Le deuxième moyen de diagnostic, donc qui va nous permettre d'arriver à un diagnostic et qui nous donne le diagnostic de certitude, c'est l'examen histologique. Et l'examen histologique, je vous l'ai mis, c'est le gold standard dans le diagnostic des tumeurs, c'est l'examen au microscope. Alors, il peut s'agir d'une biopsie exérèse ou d'une pièce opératoire. Et vous connaissez la technique standard, qui est la technique à l'hématine et eosine, qui colore le noyau en... Très bien. Et le cytoplasme? Très bien. Alors, l'histologie va nous donner aussi beaucoup de renseignements concernant la tumeur. Elle va nous donner le type de tumeur. Est-ce que je suis sur une tumeur bénigne ou maligne? Si je suis sur une tumeur bénigne, c'est bon. Le problème ne se pose pas. Je donne le type et j'apprécie les limites d'exérèse. Est-ce que vous m'entendez sans micro? C'est bon? Non? Alors, vous auriez pu avancer un petit peu. Et vous aurez respecté la distanciation. Donc, je disais, le type de tumeur, quand il s'agit si je suis dans une tumeur maligne, je dois donner le degré de différenciation. On en a parlé la dernière fois. Est-ce que c'est une tumeur qui ressemble, la ressemblance de la tumeur par rapport au tissu d'origine? Je dois grader ma tumeur. Et là, le grading des tumeurs se fait, pour chaque cancer, il y a un grading. Il y a certains cancers, encore une fois, le cancer du sein. Le cancer du sein, le grading est basé sur l'architecture, donc sur le nombre de glandes, sur l'aspect du noyau et sur les mitoses. Ça, c'est le cancer du sein. Le cancer rénal,
il se base sur des critères nucléolaires. Il y a un grading nucléolaire, uniquement le nucléole. Donc ça, chaque cancer a son grading. Ce n'est pas le même. Hein. Le sein est différent de celui de la prostate, différent de celui du poumon, du noyau, du sein. Donc, le grading, chaque cancer a son grading bien établi. L'étude histologique m'oblige aussi à apprécier les limites d'exérèse. Je dois voir est-ce que la tumeur, est-ce que les limites d'exérèse chirurgicale sont saines ou pas. Parce que si elles sont saines, tant mieux. Si elles ne sont pas saines, le chirurgien, soit il réopère la patiente, il fait ce qu'on appelle une reprise chirurgicale, ou bien, pour certains cancers, on demande, quand on ne peut pas reprendre le ou la patiente, une radiothérapie. Des fois, il y a des cancers qui ne peuvent pas être repris, on fait une radiothérapie. Dans un compte rendu à la pâte, on doit apprécier le niveau d'invasion, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le T. T1, T2, T3. On doit obligatoirement chercher les emboles vasculaires, parce que si on trouve des emboles vasculaires, ça veut dire que le patient doit être mis sous chimiothérapie. Les emboles vasculaires, ça veut dire que la cellule cancéreuse est déjà passée dans la circulation générale. Donc c'est important. On doit voir est-ce qu'il y a eu infiltration des filets nerveux. Qui dit infiltration des filets nerveux dit métastase. On doit apprécier le nombre de ganglions infiltrés. S'ils sont infiltrés, on dira combien de ganglions sont infiltrés. S'ils ne sont pas infiltrés, tant mieux. Et aussi, éventuellement, les métastases viscérales et, par la suite, élaborer notre PTNM. Donc, vous voyez que l'histologie est une étape primordiale dans le diagnostic des tumeurs. Là, je vous ai fait des microphotos. Aussi, vous avez l'œsophage, la muqueuse œsophagienne ici, et au faible grossissement déjà, on identifie des lobules dans le chorion. Je passe un plus fort grossissement, et bien ces lobules correspondent à un carcinome malpigien. Donc c'est un carcinome épidermoïde, puisqu'il a pris naissance à partir du revêtement malpigien de la muqueuse œsophagienne. Alors les cellules, regardez, ce sont des cellules avec un gros noyau. Les cellules qui diffèrent, le noyau diffère, la taille des cellules diffère l'une de l'autre. Et là, ce que vous voyez, ces petites boules hyalines, c'est ce qu'on appelle les corps apoptotiques. Donc, c'est des cellules qui sont mortes. Là, vous voyez une maturation orthokératosique ou bien une maturation cornée. Donc, c'est toujours dans le même cancer avec comme des globes cornés, comme les globes cornés qu'on a au niveau de la peau. Parce que c'est un revêtement malpigien, c'est la même chose. Quand les cellules perdent leur noyau, on parle d'orthokératose. Quand elles conservent leur noyau, on parle de parakératose. Là, vous avez une dyskératose, c'est-à-dire qu'il y a une ébauche de kératinisation. En parlant de différenciation, ce que vous avez en haut, la microphoto du haut, c'est une muqueuse colique. Et en bas, c'est un adénocarcinome du côlon. Alors là, vous avez des glandes. Vous savez comment on appelle les glandes, plutôt le qualificatif qu'on donne aux glandes coliques. Quand on examine une muqueuse colique, on dit qu'elle a un aspect en champ de marguerite. Les champs des marguerites, les marguerites. Vous connaissez ce que c'est les marguerites, les fleurs? Eh bien, c'est un peu comme ça. C'est pour ça qu'on les appelle l'aspect en champ de marguerite. Donc ça, ce sont des glandes normales.
ce que vous voyez en haut, et là vous avez des glandes tumorales. Quand vous avez la prolifération qui s'agence et qui dessine ou bien forme des glandes, là on parle d'une tumeur bien différenciée, donc d'un carcinome colique, à la limite un adénocarcinome colique bien différencié. Là vous avez une glande, là vous n'avez pas, là non plus, donc c'est un adénocarcinome moyennement différencié, il n'y a pas beaucoup de structures glandulaires formées. Et dans ce cas-là, là carrément, j'ai du mal à dire que c'est un adénocarcinome. Ça, c'est une tumeur très peu différenciée. À la limite, si je peux dire, c'est une tumeur épithéliale. À la limite, si je peux soulever l'origine épithéliale. Donc ça, c'est une tumeur peu différenciée. Et pour la diagnostiquer, je dois faire appel à soit des techniques de coloration spéciale, ce qu'on appelle l'histochimie, ou bien à l'immunohistochimie. Ça, cette microphoto, justement, vous montre un embole, pardon? Donc, j'arrête ça. Ah ben, c'est les gens du fond qui m'ont dit non. Moi aussi, ça me gêne. Ben, vous n'avez qu'à descendre, la majorité. Alors, je disais que les emboles, donc ça c'est un embole néoplasique, ça veut dire c'est un amas de cellules tumorales qui est dans un vaisseau sanguin. Oui, c'est une métastase qu'on appelle en transit. Donc là, sûrement, elle va aller s'arrêter dans un organe, bien sûr. Donc c'est un embole néoplasique, vasculaire dans un vaisseau. Là, vous avez un filet nerveux. Ça, c'est un filet nerveux. Voilà. Et là, vous avez des glandes tumorales qui engainent, donc elles entourent, elles envahissent le filet nerveux, ce qu'on appelle un engainement périnerveux. Ça, c'est juste des exemples pour vous illustrer ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous ai dit que des fois, l'examen histologique standard seul ne suffit pas. Périnerveux. C'est marqué, ma fille, c'est marqué. De toute façon, vous allez avoir le diaporama. Donc, les colorations spéciales, je disais, ou bien c'est les techniques d'histochimie, elles sont utilisées pour mettre en évidence soit des substances, soit des fibres. Alors, vous avez l'exemple le plus fréquent, je vais vous montrer, un carcinome avec ce qu'on appelle des cellules en bague à chatons. Donc, c'est une tumeur hautement maligne qui peut siéger au niveau, on la voit surtout au niveau du côlon, de l'estomac. Pourquoi on les appelle en bague à chatons? Parce que c'est des cellules qui présentent un cytoplasme qui est rempli d'une vacuole, une grosse vacuole de mucine et qui pousse le noyau vers la périphérie. Ça fait comme des bagues un peu comme ça à chatons. C'est pour ça qu'on appelle les bagues à chatons, avec une boule. Et voilà, vous les avez un peu, voilà, là aussi, là aussi, là aussi. Alors, pour mettre en évidence cette substance, on utilise le bleu alcyon. C'est une coloration spéciale qui permet donc de mettre en évidence la mucine et elle colore la mucine en bleu. Tout ce que vous voyez, les vacuoles bleues, ce sont des vacuoles de mucine qui sont donc présentes dans le cytoplasme de ces cellules cancéreuses. Le cinquième moyen de diagnostic du cancer, c'est l'immunohistochimie. L'immunohistochimie, on vous en a parlé aussi lors de la premier cours des techniques d'étude. Donc le principe, c'est la mise en évidence. C'est une réaction antigène-anticorps. Voilà. Vous êtes en train de faire l'immuno, bien vous avez fait immuno déjà. C'est une réaction antigène-anticorps. C'est
on donne des anticorps pour révéler des antigènes. C'est ça le principe. Alors, il faut savoir que l'immunohistochimie, on ne la fait pas d'emblée. On ne peut pas la faire d'emblée. Il faut toujours la faire après un examen histologique. Parce qu'il faudrait d'abord identifier votre tumeur et éventuellement faire une étude immunohistochimique. Maintenant, avec donc tous les progrès qui ont été faits en matière de biologie moléculaire et en matière de thérapie, l'immunohistochimie a pris une place très importante. Je vous ai dit, je cite l'exemple du cancer du sein. Maintenant, on ne répand plus carcinome infiltrant, point. On doit faire une étude immunohistochimique qui permettra donc de sélectionner les patientes pour éventuellement une thérapie adjuvante. Et donc elle est très importante pour justement la prise en charge des cancers. Il faut savoir qu'il existe 3 classes d'anticorps. Alors, vous avez les anticorps de classe 1 qui permettent de donner l'origine cellulaire, donc l'origine histologique de la tumeur. Vous avez les anticorps de classe 2 qui sont à visée thérapeutique, donc qui vont permettre de prescrire un traitement. Et les anticorps de classe 3 qui correspondent aux anticorps, les 2 grandes familles, le PD-1, PD-L1, qui sont utilisés dans l'immunothérapie, donc pour sélectionner les patients éligibles à l'immunothérapie. Alors, vous allez voir cette liste qui n'est pas définitive, hein, c'est une liste qui peut être enrichie et c'est une liste très riche et c'est une gamme très large donc d'anticorps qui sont utilisés pour la mise en évidence de l'origine des tumeurs. Alors vous allez voir pour l'origine épithéliale, j'ai mis 2 grandes familles, la pancytokératine et l'EMA. L'EMA, c'est épithélial membrane antigène, antigène membranaire épithélial. Alors pour le muscle lisse, vous avez 2, vous avez l'AML, l'actine muscle lisse, la Ashkal-Desmond. Pour le muscle strié, vous avez la myogénine. Vous avez toute une panoplie donc d'anticorps pour les tissus. Alors, un point important, ces anticorps n'ont pas été inventés comme ça par hasard. C'est des anticorps qui ont été pris à partir des constituants de la cellule. Et quand je dis constituants de la cellule, ça va du noyau et ça va du cytoplasme avec les organites intracytoplasmiques. Et si vous revenez 2 ans en arrière, rappelez-vous, dans votre cours de biologie cellulaire, on vous a parlé du cytosquelette. Et quand on vous a parlé du cytosquelette, quand vous avez fait le cytosquelette des cellules épithéliales, on vous a parlé de la cytokératine. Oui. On vous a parlé de la cytokératine. La cytokératine, c'est un filament intermédiaire du cytosquelette. Révisez vos cours, vous allez le retrouver. On vous a parlé de l'actine muscle lisse. On vous a parlé de la vimentine. Donc tout ça existe à l'état normal. C'est pour ça que je vous ai dit c'est une réaction antigène-anticorps. On révèle ce qui existe à l'état normal. Et s'il n'existe pas, je mets l'anticorps cytokératine, il est négatif. Ça veut dire que ma cellule n'est pas une cellule épithéliale. Donc vous voyez, ça veut dire que ma cellule tumorale n'est pas une cellule épithéliale. Donc c'est pour révéler ce qui existe. Alors, vous allez remarquer une chose, vous allez voir, par exemple, le TTF1. Le TTF1, il est dans le poumon, il y a aussi la thyroïde. Eh ben oui, c'est un facteur de transcription
qui existe aussi bien dans les tumeurs pulmonaires que dans la thyroïde. Ça veut dire quand j'ai une tumeur qui exprime le TTF1, ça veut dire c'est soit elle est d'origine pulmonaire ou d'origine thyroïdienne. Ça veut dire que je ne vais pas me contenter d'un seul anticorps. Je vais rajouter un autre anticorps. Par exemple, si je suspecte une origine thyroïdienne, je vais rajouter une thyroglobuline. Donc, ce qui m'amène à vous dire que un anticorps seul ne suffit pas. Ce qui m'amène aussi à vous dire que l'immunohistochimie seule ne suffit pas. Et je vais être encore, je vais vous compliquer un petit peu la tâche. Il y a certaines tumeurs qui ont des expressions aberrantes. Ça veut dire, la cellule cancéreuse, elle fait ce qui lui passe, ce qu'elle veut. Elle échappe au contrôle de l'organisme. Eh ben, elle peut exprimer. Je vais vous donner un exemple d'une tumeur cutanée, le mélanome. Ben, le mélanome, il exprime la PS100. Il exprime la chaîne B45. Il exprime le mélanome. Bon, ça, c'est bon, vous allez me dire, c'est bon, madame, ça, c'est mélanocytaire. Mais il peut exprimer un marqueur épithélial. Certaines tumeurs malignes. Donc, vous voyez, c'est pour ça que l'immunohistochimie, seule, on la prend pas seule. Quand on interprète un cas, on interprète tout le cas. Ça veut dire l'histoire de la maladie, ça veut dire l'âge du patient, ça veut dire le sexe du patient, l'histoire de la tumeur, le siège de la tumeur, l'aspect radiologique, l'aspect endoscopique éventuellement, la biologie. Tout ça, c'est un faisceau d'arguments. Et c'est pour ça que maintenant, les patients sont pris en charge dans des réunions de concertation pluridisciplinaire. Les cancers sont pris en charge, ce qu'on appelle en RCP. C'est-à-dire, ce n'est plus l'anapathe qui décide seul, ou l'oncologue qui décide seul, ou le chirurgien. C'est les réunions de concertation pluridisciplinaire, ce qu'on appelle les RCP. Et nous, à Blida, on a la chance quand même d'avoir pratiquement les RCP pour pratiquement tous les cancers. Donc, les patients sont pris en charge dans ces RCP. C'est pas, quand on nous envoie, moi, des fois, je ris quand on m'envoie une feuille, une petite ordonnance, prière de faire IHC. Ça veut dire immunohistochimie. Moi, je réponds aux cliniciens, je leur dis, nous ne sommes pas des magiciens. Le patient, ce n'est pas une feuille, comme ça. Le patient, c'est un être humain. Avec l'histoire de sa maladie, avec son histoire. C'est pas une petite feuille sur laquelle on gribouille une ou deux phrases. Prière de faire FNS, prière de faire immunohistochimie. Non, le patient, c'est un être humain. Il mérite le respect. Donc, on le prend dans sa totalité. Et ça, c'est très important. Donc, vous allez voir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez voir la PS100, elle est dans les tumeurs mélanocytaires, elle est dans les tumeurs adipeuses, elle est dans les tumeurs cartilagineuses, dans les tumeurs nerveuses. Donc, vous voyez, un anticorps seul ne nous permet pas de poser un diagnostic définitif. Ce que je viens de vous expliquer, donc je l'ai mis ici, les anticorps ne sont pas pathognomoniques d'un seul type de cellule. Ça ne veut pas dire que j'ai une expression épithéliale, c'est sûr à 100% que c'est une origine épithéliale. La deuxième classe des anticorps, ce sont, je vous ai dit, les anticorps de classe 2, et ça je l'ai dit et je le répète. Je prends l'exemple de l'HER2, une patiente qui présente une mutation de l'HER2 qui est mise en évidence en immunohistochimie, elle va bénéficier d'un traitement. Un patient qui présente un lymphome qui exprime le CD20 va bénéficier d'un traitement spécifique. La même chose, RO pour les récepteurs aux oestrogènes. La même chose pour le CD117. Le CD117, c'est le CKIT pour les tumeurs stromales. La même chose pour l'ALK dans le cancer du poumon, le BRAF dans les mélanomes et ainsi de suite. Donc, de ces anticorps découle une prescription spécifique aux patients.
L'immunothérapie, je vous ai dit, les deux anticorps qui existent, c'est pour le PD-1 et le PD-L1. Et là aussi, c'est pour choisir les patients qui vont être éligibles à un traitement, parce que c'est un traitement lourd qui risque d'avoir l'effet contraire si le patient n'est pas éligible à ce traitement. Alors, il faut savoir que l'expression des anticorps, cette expression, elle est variable, elle peut être au niveau de la membrane plasmique. C'est l'exemple de l'EMA, du CD3. Le CD3 et CD20, c'est les marqueurs des cellules lymphoïdes. Et du PD-L1, elle peut être cytoplasmique, je vous l'ai dit, la pancytokératine, le filament intermédiaire, l'AEA3, l'actine musculo lisse, la PS100, la HMB45 et l'ALCOS aussi au niveau du cytoplasme. Et l'expression peut être nucléaire. Par exemple, vous avez le TTF1, le récepteur à l'œstrogène et le récepteur à la progestérone. RP, c'est progestérone. Je vais terminer par la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, il faut savoir que maintenant, la biologie moléculaire commence à se vulgariser et qu'avant la biologie moléculaire ne pouvait se faire que sur des prélèvements frais, non fixés au formol. Maintenant, on peut la faire même sur des prélèvements fixés au formol, incluant paraffine, qu'on déparaffine par la suite. Je vous ai cité une panoplie donc de mutations de gènes qui se voient dans les cancers. Vous avez le BRAF dans les mélanomes, la HER2 dans le sein, le KRAS dans les cancers colorectaux, les mutations de l'EGFR dans le cancer du poumon, la mutation du c-KIT. Alors vous mettez c-KIT ou CD117, c'est la même chose dans les tumeurs stromales gastro-intestinales, et la mutation du BRCA, le BRCA, dans le cancer de l'ovaire. Vous savez très bien l'histoire de l'actrice célèbre qui a fait une ablation de ses ovaires et de ses seins. Vous la connaissez? Si, elle a fait la une. C'est Angelina Jolie, parce qu'elle a la mutation du gène BRCA, le BRCA. Elle a fait l'étude génétique, on lui a trouvé qu'elle présente cette mutation. Elle avait peur de faire un cancer de l'ovaire avec un cancer du sein. Elle a fait une ablation de ses seins, avec ensuite des prothèses bien sûr, et une ablation de l'ovaire. De ses ovaires, pardon. Donc, la mise en évidence de ces altérations génomiques se fait par plusieurs techniques, soit par l'hybridation in situ par fluorescence, soit par l'hybridation in situ par la CISH ou la quiche. C'est ce qu'on utilise aussi pour la mise en évidence de la mutation HER2 dans le cancer du sein. Par PCR, c'est la recherche de la mutation de l'EGFR dans les cancers du poumon, ou bien par la recherche de la mutation du BRCA se fait par le séquençage à haut débit, ce qu'on appelle le NGS. Là aussi, la mise en évidence des anomalies, c'est pour prescrire une thérapie génique, donc pour justement les patients porteurs de ces cancers. Il faut savoir aussi une chose importante, que ces mutations, cette thérapie génique, surtout en matière de cancer du poumon, cancer du côlon, est prescrite pour les formes avancées, pas pour une forme, c'est-à-dire les formes avec métastase, pas pour les cancers limités à l'organe d'origine. Alors, je vais conclure avant de vous donner la parole pour des questions, que j'insiste, le diagnostic d'une tumeur se pose par l'examen histologique d'abord, que cet examen histologique est à la base donc de la classification des tumeurs, qu'une fois le diagnostic posé, plusieurs éléments doivent être recherchés, et ces éléments sont considérés actuellement comme des facteurs histopronostiques, donc l'invasion des filets nerveux, les emboles, les mitoses, la différenciation, tout ça c'est des facteurs histopronostiques. L'immunohistochimie, elle a un intérêt dans le diagnostic, mais elle a plus un intérêt dans la thérapeutique, voire le pronostic. Il faut savoir que maintenant, le cancer
il est pris en charge dans un contexte pluridisciplinaire et non pas de façon autonome, unique, par un seul praticien. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce cours. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Une fois que je sors, ne m'arrêtez pas, parce que j'ai la route à prendre. Vous n'avez pas de questions? C'est bon? Ben, je vous dis bon courage. Vous avez cours le mercredi. Mercredi, je pense, je sais pas, avec professeur Moulay, je pense. Oui, avec professeur Moulay. Bon courage pour la suite.